Donc, après avoir vu l'exemple de la drépanocytose, nous allons aborder de la même façon l'exemple de la mucoviscidose. L'exemple de la mucoviscidose était donc un devoir à faire à la maison, où il fallait traiter le phénotype mucoviscidose aux trois échelles, c'est-à-dire macroscopique, cellulaire et moléculaire. Donc, c'était le travail qui était demandé. Tout d'abord, c'est quoi la mucoviscidose avant d'aborder ce travail? C'est une grave maladie génétique qui se traduit par des troubles digestifs et respiratoires. Les cellules des malades sécrètent un mucus très visqueux qui encombre les appareils respiratoires et digestifs. Donc le travail va être corrigé à l'instant. Donc le phénotype peut s'observer à trois niveaux, c'est ce qui était demandé. Au niveau de l'organisme, on parle également de phénotype macroscopique. On constate qu'un individu atteint de mucoviscidose présente un phénotype macroscopique anormal, comprenant quoi? De graves problèmes respiratoires et digestifs, ce qui veut dire qu'un individu ayant cette maladie a du mal à respirer et a des problèmes digestifs. À une échelle inférieure, que se passe-t-il au niveau cellulaire? Eh bien, au niveau cellulaire, un individu atteint de mucoviscidose présente un phénotype, bien sûr cellulaire anormal, c'est-à-dire que les cellules qui tapissent ses bronches pulmonaires sont pourvues d'un canal chlore défaillant. Et ce canal chlore défaillant empêche la circulation des ions chlorure. Ça a quoi comme conséquence au niveau cellulaire? Eh bien, comme les ions chlorure sont en excès dans le mucus, eh bien ce mucus est très épais, alors que normalement il devrait être un peu plus fluide. Au niveau moléculaire, si on descend à l'échelle phénotype moléculaire, on constate qu'un individu atteint de mucoviscidose a donc ces canaux chlore défaillants et les protéines s'appellent les protéines CFTR pour Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, et ce sont ces protéines du canal chlore qui ont une anomalie. Ces protéines devraient avoir 1480 acides aminés et ils n'en ont que 1479. Concernant le schéma bilan qu'il fallait réaliser, il fallait en fait faire un schéma où on comparait pour chaque échelle phénotypique, organisme, cellulaire et moléculaire. On devait observer à chaque fois le cas d'un individu normal et le cas d'un individu malade. Et le tout sur un même schéma. C'est-à-dire un encadré pour le phénotype à l'échelle de l'organisme, avec normal et malade. Par exemple, montrer un poumon ou des branches de poumon encombrées par un mucus épais. Au niveau des cellules, on pouvait réaliser donc une glande produisant donc du mucus épais, et à l'échelle moléculaire, zoomer sur une seule cellule, sur la membrane cellulaire, et présenter donc un canal chlore. Dans le cas d'un individu normal, le canal chlore est fonctionnel, donc on voit le passage des ions chlorure. Et juste à côté, dans le cas d'un individu malade, on réalisait donc une illustration présentant un canal chlore qui ne laisse pas passer les ions chlorure, et donc ça a pour conséquence d'avoir un mucus épais. Concernant les protéines, eh bien, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres exemples que ceux de la drépanocytose et de la mucoviscidose qui montrent que la réalisation du phénotype dépend étroitement de l'intervention des protéines. La question que l'on pouvait se poser, c'est quoi une protéine? À quoi est due la diversité des protéines? Quel est le lien entre diversité des protéines et variabilité des phénotypes? En quelques mots, il faut savoir qu'une protéine, c'est un élément structurel et fonctionnel de tout être vivant. C'est une molécule, c'est un ensemble de molécules structurelles et fonctionnelles de tout être vivant. Et au niveau de la structuration, l'unité de base des protéines, ce sont les acides aminés. Et la disposition des acides aminés au sein d'une protéine est dépendante du code génétique, c'est ce que l'on verra